Bonsoir, je reçois Alexandre Faure qui est un dessinateur de manga. Nous allons découvrir avec lui son univers. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre parcours? Comment vous en êtes arrivé à être dessinateur? Parce que vous en faites votre profession, semble-t-il. Ouais. En fait, tout simplement, quand j'étais petit, je dessinais comme tous les enfants. Le fait que je commence à dessiner, c'est vraiment venu, j'ai cette anecdote-là. J'avais un livre de Pocahontas et je voulais redessiner John Smith, le blond, je ne sais pas si, si vous voyez qui c'est. En gros, dans le livre Pocahontas, il y avait un personnage que je voulais redessiner, sauf qu'à chaque fois que je le calquais sur ma feuille, il fallait que je le mette sur une vitre, c'était compliqué et ma feuille a bougé à chaque fois. Donc j'avais genre 7-8 ans dans ces eaux-là. Ce qui a fait que j'ai commencé à recopier le dessin avec le dessin à côté et le fait de la motivation, c'était vraiment de pouvoir faire mes coloriages sans avoir à imprimer et de ne pas forcément décalquer parce que je bougeais, c'était une galère. C'est ça qui m'a motivé à commencer à redessiner. Les premières envies de dessinateur. C'est exactement ça. Et puis petit à petit donc? Et petit à petit, donc, quand j'étais petit, c'était John Smith, mais quand j'ai eu 12-13 ans, j'ai commencé avec du Dragon Ball, du Soul Eater, avec des mangas du coup. Puis ce qui faisait que après je pouvais faire mes propres coloriages, mes propres dessins. J'avais 2-3 copains qui me demandaient des dessins un peu plus tard quand j'étais au lycée. Je suis parti un petit peu sur des animaux, je suis parti un petit peu, donc tout ça en recopiant ce que je voyais. L'objectif, à partir d'un moment, c'était d'inventer des choses qui n'existaient pas forcément déjà, d'avoir mes propres personnages pour du coup me délier ah ouais, mais t'avais un modèle. Ah oui, de l'existant. Et voilà. C'est ça. Donc c'est ça qui a fait que après j'ai créé mon propre univers avec mes propres créatures sur des coups de tête, sur des hasards, mais qui a fait que je les ai continués à développer et puis là où j'en suis. Et alors donc, que dessinez-vous? Alors, tout à l'heure vous avez dit du manga, mais je ne m'identifie pas exactement comme un dessinateur de manga. Parce que le manga, c'est de la BD japonaise, et ne serait-ce que par le fait qu'on n'est pas au Japon et que je ne suis pas japonais, ce ne sera pas forcément ça. Mais en France, par exemple, il y a Renaud Lemaire qui fait le manga Dreamland, et on dit plutôt du manfra, mais c'est plutôt le format manga. Et alors quel est le format? Alors moi, ce que je dessine, c'est plutôt des illustrations actuellement, donc je n'ai pas encore fait de bande dessinée. Et mon style, c'est un style qui regroupe un peu tout ce que je dessine depuis que j'ai commencé à dessiner. Donc il y a quelques traits qui font penser à du Dragon Ball peut-être. Il y a des traits qui font penser à d'autres mangas, d'autres bandes dessinées, dans tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai compris en dessinant que ça marchait. Alors c'est un petit peu un amalgame de tout ce dont vous avez été influencé. Mes dessins et mon univers, c'est vraiment un amalgame de tout ce qui fait que tout mon imaginaire que j'ai accumulé depuis que je suis petit, que je suis né, quoi. Ah oui, alors parfois on a des influences qui vous pénètrent, enfin que vous avez en vous, et puis ça ressort à un moment donné peut-être. On est bercé par ça, et puis finalement on s'aperçoit que c'est la voie qu'on suit. Exactement. Alors vous parliez d'univers. Est-ce que vous pouvez nous définir votre univers? Ça se passe où tout ça? Alors ça se passe du coup dans un autre monde, un monde fantasy, où j'essaie d'y intégrer des créatures et des monstres, soit à moi, que j'invente de A à Z comme les Lavadogo, ou les Gougnafiers ou les Asticrocs, qui sont des créatures à moi. Et sinon, j'essaie aussi d'y intégrer des créatures de différents folklores, mythes, légendes, parce que je suis vraiment friand de tout ce qui est histoire de l'imaginaire. Que ça soit, par exemple, des sirènes, de la mythologie grecque, que ça soit des mythologies japonaises, comme du coup le kappa, qui est un yokai. Tout ça, c'est ce que j'ai envie de montrer dans cet univers-là, donc faire cet univers qui pour l'instant essaye d'être un peu dark, mais en même temps assez mignon, dans le sens où mes créatures sont un peu rigolotes, j'essaie de leur mettre un côté rigolo, et en même temps j'essaie de faire en sorte que si
comment je pourrais dire, selon le point de vue, elles peuvent pas forcément être ragoûtantes, comme les asticrocs par exemple, qui font parfois un peu peur. Selon les personnes qui les regardent, ils ne sont pas forcément attirés. Mais à côté de ça, on a le gougnafier qui est l'équivalent d'un petit lutin, un petit gobelin qui du coup fait essentiellement des bêtises. Donc c'est tout ça, je sais pas comment Ouais, expliquer plus et que donc ça. ces personnages, ils évoluent dans un monde futuriste ou antérieur Alors, ou euh, pour que les téléspectateurs puissent bien s'imaginer où ça se passe. bah, c'est assez, comment je pourrais dire ça, médiéval fantasy. On va D'accord. Ouais. dire. Je suis plus attiré par tout ce qui est épée, tout ce qui est épée bouclier, que par rapport au niveau des armes, mais même au niveau des technologies ou des... comment je pourrais dire ça? Au niveau des structures, des habitations, de tout ça, c'est vraiment médiéval, on va dire. Alors vous avez été aussi bercé dans un décor médiéval, enfin vous étiez amateur d'histoire médiévale notamment, Moyen-Âge. Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des animations médiévales dans une association qui s'appelait la Mesnée de la Croix-Blanche et ensuite la Terra de Miramaris. Et en fait, pendant 4-5 ans, j'étais vraiment quasiment à toutes les fêtes médiévales du Grand Sud dans une association où on faisait de l'évocation médiévale. Donc j'étais habillé, on essayait le plus possible de parler comme à l'époque. Mais c'était vraiment le côté historique. Et quand j'ai arrêté ça, c'était aussi parce que je voulais le côté fantasy. Et j'ai fait du coup donc, du jeu de rôle, mais aussi donc, du jeu de rôle grandeur nature, où je pouvais m'habiller exactement pareil. Mais là, on pouvait aussi s'habiller en orc, s'habiller en nain. C'est vraiment tout un univers enchanté. Alors c'est pas totalement inventé, on est d'accord. C'est semi-existant avec vos références que vous aviez eues. C'est ça. Et puis peut-être une vision un peu imaginaire pour compléter le tout. Enfin c'est un patchwork, C'est ça. c'est ça? Bah, le plus possible, j'essaye d'inventer des créatures et des monstres pour faire le bestiaire de mon univers. Mais si je veux caler des vampires, j'y mettrai des vampires. Si je veux y mettre... Ah, vous interdisez pas ça, je veux dire. ouais, Pour les puristes, ils vont rien dire, ils vont pas dire, mais bon, à cette époque-là, on parlait pas de vampires ou de. Bah non, justement, parce que c'est fantasy, c'est fantastique, c'est dans l'imaginaire. On accepte tout. Ouais, c'est ça. J'accepte quasiment tout dès l'instant que moi ça me plaît. C'est mon D'accord. monde à moi en fait. C'est ça. Et donc, ce qui correspond à votre goût pour l'imaginaire, justement. Voilà. Puisque vous n'aviez pas eu envie de faire, je sais pas, moi, des planches réalistes, tout ça. Il fallait vraiment que c'est un côté imaginaire fantastique. C'est ça. C'est ça. C'est ça vraiment. J'ai envie d'y mettre de la magie, j'ai envie d'y mettre des monstres, si j'ai envie de mettre des mondes parallèles, si j'ai envie de mettre... vraiment, je m'interdis rien si ça me fait kiffer. Mhm. Alors, comment c'est présenté vos œuvres? Comment vous les présentez? C'est-à-dire que, on est d'accord, c'est pas une bande dessinée, c'est un ensemble de planches qui racontent malgré tout une histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. Alors, mes illustrations, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'histoire précise qui a été écrite. C'est vraiment, je voulais représenter des tranches de vie quotidiennes pour illustrer mes créatures. Un de mes Lavadogo, donc c'est une créature qui ressemble à un dinosaure, mais qui mange des cailloux. Et ben, je vais l'illustrer en train de manger des cailloux. Si j'ai envie de dessiner donc, le village des Gougnafiers avec des petites scénettes, donc il y en a un qui vole un gros diamant, mais il traverse le village et du coup on regarde. En fait, c'est un moment dans cet univers-là qui illustre ces créatures-là. Est-ce qu'elles font partie de vos personnages, je dirais, principaux? Pour l'instant, Vos personnages principaux, excusez-moi. Oui, pour l'instant, j'ai pas de personnage. Donc j'ai Effie, qui est un personnage inspiré de mon père que j'avais commencé à dessiner en 2014. J'ai Effie, donc lui, c'est un personnage qui a un nom, qui reste à peu près avec le même look depuis que je l'ai dessiné la première fois. Mais les Gougnafiers ou les Asticrocs ou les Lavadogo, c'est plus une espèce d'animal. Et ils n'ont pas de nom particulier avec une caractéristique précise, parce
qu'en général, il y en a qui vont avoir des galérons sur le dos, des pierres anguleuses. C'est une espèce et chacun est différent. Et pour l'instant, je ne m'attarde pas sur un personnage sur lequel on vivrait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de héros? Pour l'instant, il n'y a pas de héros. Non. C'est des illustrations autonomes les unes les autres. Alors, il n'y a rien qui les relie, si ce n'est le même univers. C'est ça. Donc vous passez d'une planche à une autre sans pour ça voir les mêmes personnages ou... C'est comme si sur Terre, on faisait l'histoire de Lunel et l'histoire d'un bled en Amérique. C'est le même monde, mais c'est pas au même endroit, c'est pas au même moment, c'est pas la même culture, tout ça. Ça va être très, très différent d'une espèce à l'autre, mais après, dans mon univers, j'aimerais que ça reste sur un continent où que les personnages et les créatures puissent se croiser. Mais il n'y a pas un personnage qui évolue dans ce monde, pour l'instant en tout cas, je ne l'ai pas dessiné ou écrit. Alors quand vous créez votre monde imaginaire, vous commencez par quoi exactement? Parce que bon, on va faire l'impasse sur le texte, parce qu'il n'y a pas forcément de texte, mais est-ce que c'est l'histoire que vous avez en tête? Est-ce que c'est des personnages que vous avez écrits comme ça, que vous allez assembler? On est curieux de savoir comment tout commence, à vrai dire. Pour une illustration, en général, quand je m'ennuie le soir avant de dormir, je vais noter une idée. Donc, je vais avoir un flash, parce que forcément c'est au pire moment que ça vient, c'est soit sous la douche, soit avant de dormir. Donc, je les note, comme ça au moins le lendemain je peux les reprendre. Et je commence par le paysage souvent, et je regarde quelle est la créature que je veux illustrer. Donc soit je regarde un peu ce que j'ai dans mes carnets de croquis. Je vais souvent prendre un lavadogo parce que c'est un peu ma mascotte. Et je vais essayer de mettre en situation, je vais essayer de le faire dans certaines positions où j'ai pas forcément l'habitude de le dessiner. Je vais essayer de voir les angles, je vais essayer de voir tout ça. Donc d'abord je vais dire le paysage, ensuite je vais dire la créature. Et petit à petit ça me vient, j'essaie de m'y prendre sur plusieurs jours ou plusieurs fois en plusieurs fois pour rajouter quelque chose. Par exemple, j'ai une illustration avec une démone allongée sur une table. Et cette illustration, je m'y suis pris sur 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas forcément important, mais je m'y suis pris sur 2 semaines où j'ai vraiment travaillé le croquis, où la bibliothèque qui est à l'arrière, je ne voulais pas faire les mêmes livres en boucle. Du coup, il y a des gros livres, des petits livres, des livres allongés sur le côté. J'ai essayé de varier de façon à essayer de construire quelque chose et en même temps ça m'aide à évoluer dans le dessin, donc à apprendre des trucs et à manipuler par exemple de la perspective, à manipuler différentes choses en dessin, donc pareil à apprendre. Et en même temps je me fais kiffer, je me fais plaisir, c'est vraiment... c'est un coup de tête quoi. Alors ce souci du détail, est-ce qu'on pourrait dire que ça apporte de la crédibilité à vos dessins? Disons qu'il y a plusieurs types d'illustrations. Selon moi, il y a les illustrations, on va dire simples, où tu as ton personnage qui est là dans une certaine position, et tu as les illustrations un peu plus compliquées où tu vas avoir du détail et tu peux y revenir 2 ou 3 fois et découvrir des nouveaux détails. Ça, c'est ce que j'aime bien faire, c'est essayer de rajouter assez de décors pour se dire que tiens, ça, je ne l'avais pas vu. Et cette illustration avec la démone, il y a des souris à retrouver dessus. Donc, si on a envie de s'amuser, on peut compter le nombre de livres. C'est un peu long, il n'y a quasiment personne qui a le même chiffre. Même moi, d'une fois à l'autre, je n'ai pas le même chiffre. Et sinon, il y a quelques souris à retrouver. Donc, la première fois, on va se dire « Ah, il y a une souris. Ah, il y en a une deuxième. » Quand on apprend qu'il y en a plusieurs, on va essayer de les chercher justement et c'est ça qui fait qu'on regarde plusieurs fois le dessin et que cette illustration-là a un intérêt parce que tu vois pas tout du premier coup. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire. C'est le village des Gougnafiers, pareil, c'est plein de petites scénettes qu'on peut découvrir et qu'on peut essayer d'imaginer qu'est-ce qui se passe. Et comme quand on est à l'école où on essaye de deviner qu'est-ce que voulait dire cet auteur dans cette phrase, là c'est qu'est-ce que le dessinateur, donc moi, a voulu imaginer quand il faisait sauter ce petit personnage de l'arbre.
Est-ce qu'il imaginait qu'il va réussir à voler? Est-ce qu'il va s'imaginer qu'il va juste s'éclater au sol? Et c'est ça que j'aime bien rajouter. Là, en ce moment, c'est vraiment regarder le dessin plusieurs fois et découvrir quelque chose d'autre. Un peu comme quand un spectateur regarde plusieurs fois un même film. Exactement. Et il voit des choses qu'il n'avait pas vues en première intention. Exactement. Hier, je regardais le film Fight Club et je n'avais pas vu la première fois que j'ai visionné qu'il y a des... Comment je pourrais dire ça? Il y a des images subliminales à certains moments et on peut le voir que la deuxième fois et on comprend pourquoi au milieu du film, mais on les voit avant. C'est un film que j'aime bien, je l'ai regardé hier, du coup, ça m'y a fait penser. Il faut être un bon observateur pour déterminer justement les détails cachés ou effectivement ce que l'auteur a voulu mettre en valeur, mais pas forcément au premier regard. C'est ça. Hein. Et ce qui est marrant aussi, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez One Piece. De nom. Donc One Piece, c'est un manga, et en fait, dans énormément de tomes, on peut suivre une aventure parallèle du héros. C'est vraiment dans l'arrière-plan, il y a un personnage qui s'appelle Pandaman. Et en fait, il vit vraiment une aventure parallèle qu'on retrouve tout le temps en fond d'écran, dans les scènes de foule, etc. Et il n'y a que donc, dans le manga où on va découvrir donc, l'auteur qui explique « oui, il était là parce qu'il a fait ça ». Et c'est vraiment un jeu qui fait que quand tu t'aperçois qu'il y a ce personnage-là, à ce chapitre-là, tu vas reprendre ton tome, 5 tomes avant, et tu vas faire « ah oui, il est là ». Et tu vas reprendre tous tes tomes pour essayer de chercher et pas en louper. Ça me fait penser un peu à Où est Charlie? Aussi. C'est ça. C'est exactement ça. Où est Charlie? C'est vrai, l'auteur dont je n'ai pas le nom. C'est vraiment un ouf là-dedans parce que vraiment il doit faire une très grande planche et le personnage qui est là fait un truc totalement différent du personnage qui est de l'autre côté de l'image. Ça demandait un temps fou. Puis c'est ça, c'est vraiment puis c'est une minutie, c'est vraiment pareil, il doit s'y prendre sur plusieurs fois. Je n'ose imaginer. Oui, un peu comme vous quand vous dessinez à la bibliothèque avec les livres qui sont rangés. C'est ça, encore moi ça m'a pris que on va peut-être pas voir le nom qu'il y a sur l'étiquette du livre, mais c'est ça. Peut-être il faut bien regarder pour voir. C'est ça, mais après je dessine sur format A4, hein, donc ça reste quand même assez petit, parce que après je fais aussi selon le matériel que j'ai une imprimante qui scanne que du A4, donc j'ai pas forcément l'occasion de... Alors ça c'est intéressant justement. Alors comment vous réalisez, vous utilisez quoi exactement pour dessiner? C'est du papier, du crayon? Papier crayon, j'utilise des liners fins, donc je ne sais pas si vous voyez des stylos feutres pour c'est multicolores, ils sont orange, machin, il y a multicolores et on peut faire nos fiches. Faut que je trouve mes mots. Et on fait nos fiches en général quand on est au lycée pour réviser les fiches du bac. Oui. On a des petits feutres comme ça et j'utilise souvent ça pour dessiner. Donc ça c'est du 0,4 et il en existe plusieurs, donc ça va du 0,05 mm. C'est vraiment très très fin, c'est pour faire les détails, pour faire les poussières, les poils, les trucs comme ça. Et jusqu'au 1,5 où là c'est vraiment des gros feutres, c'est plus pour faire du remplissage. On a des points de pinceau. Après, il y a un nouveau concept, peut-être, d'organiser une exposition avec des loupes. Pour avoir tous les détails, parce que là, vous allez à l'infiniment petit. Donc, Mais pour le coup, encore cette illustration avec la démone, pour faciliter les gens qui ont besoin de lunettes, je l'ai fait imprimer en plus grand. Moi, c'est le même dessin que j'ai fait imprimer en plus grand et c'est plus facile. J'ai le souvenir d'avoir vu ça dans une exposition, les souris qui se cachaient, là. C'était très sympathique. Alors, comme tous les artistes, vous me laissez entendre que vous n'avez pas forcément un planning structuré qui vous dit, voilà, je dessine de telle heure à telle heure, après j'arrête et je passe à autre chose. C'est ça, c'est quand l'inspiration vient. Ouais, vraiment, c'est à la fois un souci et une liberté. C'est que quand j'ai pas d'inspi, je peux pas la forcer. Je peux passer 2 semaines sans avoir forcément une inspiration ou même tenir un crayon, ça va être compliqué. Ces 2 semaines, il faut que je les accueille et vraiment me dire qu'à un moment, je vais m'ennuyer. C'est très important de s'ennuyer pour ça. Et je vais avoir une idée. Mais cette idée, faut pas la forcer. Vraiment, faut pas se mettre la pression, sinon
C'est pas possible. Donc parfois, ce que je fais, c'est que je demande à des amis si ils n'ont pas une idée ou un dessin qu'ils voudraient que je réalise. Donc je prends des commandes. Et là, à partir du moment où la personne va me donner une idée, là, ça va déjà être le premier pas est fait. Je vais avoir l'image déjà en tête, donc je vais pouvoir me mettre à faire le dessin, à imaginer quelque chose développé, ou ça viendra beaucoup plus facilement. Et sinon, c'est en feuilletant mes carnets de croquis ou en feuilletant des artbooks, en lisant des mangas, en me disant tiens, j'aime bien comment il a fait cet arbre-là, comment il a fait ce tissu, cette épée, elle est stylée. Et là, je vais prendre mon carnet de croquis et je vais le dessiner dedans. Et plus tard, je vais reprendre le carnet de croquis, je vais me dire ah, c'est vrai, et puis on pourrait faire le personnage qui la tient d'une certaine façon, ou c'est... Et de là, en fait, ça développe. Et là, on parlait de personnages, il faut connaître un peu la morphologie du corps humain quand même pour faire un personnage. Oui, un petit peu, oui. Non, mais je veux dire, vous avez une formation ou c'est venu comme ça Non. instantanément sur beaucoup d'observations Alors, comme je disais, je dessine depuis que j'ai 7-8 ans. C'est vraiment, techniquement, là, j'ai 20 ans de formation. Mais à 7-8 ans, je ne me posais pas du tout la question de savoir comment dessiner le triceps dans telle posture. Oui. Je ne me la pose pas forcément en ce moment non plus, mais c'est vraiment beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement. J'ai un site qui s'appelle Daily Sketch, ou Sketch Daily. Sketch Daily, c'est ça. Et en fait, toutes les 5 minutes, je change de pose et j'ai différentes poses qui s'affichent. Et ça me permet donc de voir le corps humain d'une telle façon et de dessiner rapidement, Bien sûr. sans forcément se poser de questions. Et pareil, je le fais dans mon carnet de croquis. Donc si à un moment j'ai envie de reprendre la pose, de l'habiller d'une certaine façon, j'ai déjà la pose qui est là et je sais. Et j'ai déjà essayé de la dessiner d'une certaine façon, donc je l'ai déjà un peu dans les doigts. Et si je la redessine 15 fois, après je ferme les yeux, je peux la redessiner. Je la redessine jamais 15 fois. Mais vous avez constaté une évolution dans votre trait de crayon. Elle est folle, même 1 an en arrière, l'évolution elle est folle. J'ai des amis qui me disent, et en général, moi je m'en aperçois pas forcément, parce qu'il faut revenir en arrière, par exemple, sur mon Instagram. Quand on regarde, tous les ans, j'ai un défi où je fais un dessin par jour. La différence entre 2022, si je ne dis pas de bêtises, où j'ai commencé ce défi-là, et 2025, l'année dernière, où je faisais aussi ce défi-là, il n'y a rien à voir. Ah ouais. Il n'y a rien à voir. Je prenais 5-10 minutes en me levant le matin pour faire un petit gribouillis sur une grande feuille. Je faisais un dessin qui faisait à peu près cette taille-là, on va dire grand maximum 5 cm de large. Et là, je faisais un dessin que je prenais à peu près 30 minutes, 1 heure. J'y accordais peut-être un peu plus de temps, donc plus de patience, plus de réflexion. Et j'avais un objectif derrière qui était de faire des porte-clés l'année dernière, mais c'est vraiment, c'était autre chose. Donc petit à petit, dans tous les cas, on va changer notre vision du pourquoi on dessine. Ça reste toujours basiquement la même chose, mais tu vas te faire plaisir différemment. Des fois, c'est pour se vider la tête, et des fois, c'est pour mettre quelque chose sur une feuille que tu as en tête. Mais cette facilité, donc, elle est venue avec cette habitude. Et est-ce qu'on va la perdre si on ne dessine plus ou... Alors, la perte, c'est quand même très compliqué, mais c'est sûr que si on ne pratique pas, on va très vite reprendre le niveau. Mais ça sera plus dur peut-être. Alors non, ça sera plus facile. En fait, c'est si on commence au niveau 0, qu'on atteint le niveau 28 et qu'on arrête de dessiner, on va peut-être revenir au niveau 20. Mais ce sera beaucoup plus facile de revenir au niveau 28 et ensuite de continuer niveau 30, etc. Bien sûr. Par contre, le niveau 100... Vous avez jamais pensé à utiliser une palette graphique ? Alors, j'ai une tablette graphique à la maison. J'ai une XP-Pen 22 qui est la taille d'un écran d'ordinateur. Je m'en sers, mais c'est pas mon instrument de prédilection. On ne peut pas obtenir avec cet outil ce qu'on peut obtenir avec la main et un crayon. Alors, peut-être au niveau du détail.
Alors, c'est un autre support. C'est comme avoir un crayon et avoir un pinceau. C'est pas exactement la même chose. Il y a des tablettes avec des plastiques qu'on peut mettre par-dessus pour essayer de retrouver un effet crayon. Mais c'est vraiment réapprendre un truc depuis le début. Parce que quand on a un crayon, on change de crayon, c'est pas le même crayon, on dessine. On l'attrape comme ça. Alors que sur un logiciel de dessin, il faut vraiment se souvenir des raccourcis, raccourcis clavier. On est plus dans la technique que la technologie, je dirais. Je trouve, pour moi, ça me vient moins naturellement que de changer de crayon pour tester quelque chose. Changer de feuille, donc il faut venir cliquer, nouveau dossier, revenir sur. Alors que vraiment, c'est changer de feuille. Vos dessins, ils sont en noir et blanc exclusivement ou en couleur? Alors, je fais toujours donc, des dessins en couleur à partir de personnages de manga qui existent déjà. Je fais toujours des illustrations avec des personnages de manga. Donc je les fais plus souvent en couleur parce que du coup j'ai le modèle quoi. Et puis j'ai les feutres à alcool, j'ai tout ça, je peux m'amuser avec. J'ai déjà le modèle, donc ce personnage il est habillé en bleu, je sais déjà à peu près quel bleu c'est, je prends mon feutre et je peux le faire en bleu. Alors que mes créatures à moi, donc il se trouve que les porte-clés que j'ai fait l'année dernière, je les ai mis en couleur. Je me suis amusé, donc j'ai passé mes dessins en noir et blanc sur la au scan et je les ai passés à la tablette et à la tablette j'ai fait la couleur. Donc il y a un gain de temps, on est d'accord, et une certaine facilité. Il y a un gain de temps, mais c'était surtout pour le côté lisse. Le côté lisse j'aime bien les aplats de couleurs. Sans ombre, on va dire, sans relief. En fait, c'est pas un dégradé, c'est un aplat. C'est genre. Oui, c'est la même couleur. Ouais, c'est ça, c'est la même couleur. C'est vraiment, là, si vous regardez derrière vous, là, le fond bleu. Je vais éviter. Si vous regardez le fond bleu qu'il y a là, c'est un aplat de bleu. Oui. Et si du coup on le regarde et qu'on met de la lumière, là on va avoir des ombres. Et moi j'aime bien les aplats de couleurs. Si je veux mettre une ombre, je vais faire une ombre avec un aplat de couleurs du coup qui va ombrer le dessin. C'est une technique bien sûr. Les porte-clés que j'ai trouvé, que j'utilise et qui me va, on va dire. C'est plus simple pour moi. Les porte-clés, vous les aviez mis en vente? Oui. Et donc c'est pour récompenser, enfin c'est pour les amateurs, les gens qui vous suivent, faire un petit souvenir ou... Ouais, c'est pour faire un petit souvenir, c'est pour les gens qui me soutiennent, c'est pour les gens qui aiment bien ce que je fais, c'est pour les gens qui les trouvent tout simplement chou, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, et puis ils se disent « Ah tiens, il est mignon !» Bon oui. S'il leur plaît, après moi, c'est tant mieux, mais du coup c'est aussi un premier pas dans mon univers, c'est aussi réussir à retrouver une créature de mon univers accrochée à ses clés, tout simplement. Le moment est arrivé, je crois, de parler de votre actualité, ou du moins de vos travaux en cours, ou si vous avez un projet. Au niveau projet, vraiment, c'est vraiment annoncer quelque chose qui est vraiment dans l'œuf. Mais j'essaye justement de mettre une histoire autour de mes dessins et peut-être pourquoi pas faire quelque chose qui ressemblerait à une bande dessinée ou à une histoire illustrée. Mais du coup, avoir un personnage qui évolue dans cet univers-là avec un fil continu, c'est quelque chose que j'essaye d'écrire, mais c'est encore un autre exercice qui ne me vient pas forcément naturellement, étant donné que je ne lis pas énormément, donc écrire, c'est un autre exercice. Là, vous êtes, on va dire, scénariste, dessinateur. Là, ouais. Et après, il va manquer... Scénariste, dessinateur, comptable, monteur vidéo. Ah ça, ce sont les aléas du chef d'entreprise. Exactement. C'est sûr. Il vous faut quelqu'un pour faire des textes? En fait, peut-être plus pour corriger ou m'aider, mais j'ai envie que ça vienne de moi. C'est si un jour on me dit ah mais c'est dommage que ton personnage là, je trouve pas qu'il est forcément utile. T'aurais pu fusionner ce personnage-là et ce personnage-là. Là, je vais prendre la formation, mais je vais pas avoir. Si quelqu'un me propose une intrigue, c'est vraiment, il faut que ça me plaise. J'ai envie que ça vienne de moi, en fait. J'ai envie que ça soit vraiment mon truc à moi et que je sois de A à Z et qu'à la rigueur,
j'ai de l'aide, parce que je ne suis pas non plus le grand scénariste que j'aimerais. On se rend pas compte. Que je serai peut-être dans 30 ans, Mm. mais c'est quand même un autre taf, quoi. Parce que c'est mieux un personnage qui parle. Ouais. Ouais, bah après, si je me concentre sur des créatures, soit c'est des créatures qui parlent dans leur langue et du coup elles se comprennent entre elles, soit c'est une créature. Puis il faut penser à la traduction. Ouais. Écoute, écoutez, là, je suis à Lunel. Déjà, j'essaye de faire mon petit trou. J'essaie d'aller un peu sur Montpellier, Nîmes, tout ça. Ça progresse, ça progresse. Ah, mais ça progresse. Petit pas par petit pas, l'oiseau fait son nid, toutes les expressions que tu veux dans ce sens-là. Il n'y a pas de souci, mais j'essaie vraiment de ne pas griller les étapes et de ne pas me voir, vraiment de voir les étapes les unes après les autres. Enfin, l'objectif final, c'est quand même la bande dessinée. L'objectif final, c'est d'être millionnaire. Oui, mais ça viendra après la bande dessinée. D'être connu et reconnu pour mes dessins, de faire une bande dessinée, des films, des séries d'animation. Vraiment, c'est... Alors là, le projet, il est en gestation, vraiment au tout début. Même pas une idée sur un personnage principal. Ah, moi, ce serait Effie. Effie, ce personnage qui date de 2014. C'est un personnage que j'ai dessiné plutôt pas mal de fois, qui revient souvent. Parfois, je le fais plutôt rachitique, parfois, je le fais musclé. Alors, quel est ce personnage? Définissez-nous le personnage, qu'est-ce qu'il représente? Alors, là, c'est le moment de mettre une musique triste. Il représente du coup un peu un hommage à mon père. Quand j'ai dessiné ce personnage-là en 2014, mon père, qui était malade, avait les cheveux longs, il était mal rasé, enfin pas trop rasé parce qu'il avait une main qui lui permettait pas de se raser correctement, donc soit c'était moi qui devais le raser et je l'ai pas fait, soit du coup il gardait sa barbe, et pour le coup il a gardé sa barbe et ses cheveux qui poussaient. Et en fait cette coupe de cheveux, etc., c'est quelque chose que j'ai voulu représenter sur un dessin, et j'avais fait ce personnage-là avec une grande touffe de cheveux, limite une coupe banane, mais pas tout à fait, un peu hirsute, et une grande barbe. Après, c'est une époque où 2014, c'est il y a 12 ans maintenant, où je dessinais des petits personnages qui étaient un peu psychopathes, les yeux vides, comme s'ils avaient perdu leur humanité, tout ça. C'est un autre délire. Et j'avais fait ce personnage-là et je l'ai redessiné plusieurs fois, et je lui ai rajouté des pouvoirs magiques, donc des pouvoirs qui, du coup, par exemple, il avait un bras qui ressemblait un peu, je ne sais pas si vous voyez la chose dans les 4 Fantastiques. Donc c'est un bras en caillou. Bon, la chose, il est tout en caillou, mais il avait un bras en caillou, et je voulais faire comme si c'était de la pierre volcanique avec presque des veines de lave qui passaient à travers des cailloux. Qu'en fait, vraiment, c'est un personnage que j'ai créé avec cette coupe de cheveux, cette barbe, tout ça, en hommage à mon père. Mais après, je l'ai adapté avec mon imaginaire. Donc ça n'a plus aucun rapport avec mon père, que ce soit caractère ou autre, rien à voir. Et j'ai perdu mon père un an après. Et forcément, maintenant, je me suis attaché à ce personnage-là. Et j'ai envie de lui faire vivre des aventures un peu en hommage. Voilà. En tout cas, Effie va vous suivre tout au long de votre parcours. Ah bah ça je n'en doute pas. J'avais même essayé à une époque de faire, comment ça s'appelle, 4 planches où j'imaginais le début d'une bande dessinée et justement le personnage de Effie se réveiller dans un monde volcanique, etc. Et j'en avais fait un personnage où on voyait que il réfléchissait très vite et pas forcément correctement. Il était très impulsif, où il voyait un truc, il avait une idée, il disait bon, c'est mon idée, et il y fonçait, quoi. Donc Effie serait un personnage fonceur, un personnage assez impulsif du coup, qui va d'aventure en aventure, qui n'a pas forcément cette notion de peur. Donc c'est le futur héros. Pour l'instant, moi c'est aussi un des seuls personnages récurrents que j'ai, donc oui. Très bien. On va bientôt se quitter. Est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs qui sont juste en face de vous? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous les invitez? Vous dites ce que vous voulez. Alors là, prochainement, je serai à l'Asiatsuki, à Lunel, du coup Espace Castel, le 21 février,
où j'aurai mon stand et j'animerai un atelier dessin. Les ateliers dessin que j'anime même en dehors des conventions, du coup, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, si j'avais un message pour les Lunélois qui me regardent aujourd'hui, faites-vous kiffer. Premier message, vraiment, faites-vous kiffer. Ou peut-être inviter les jeunes dessinateurs à suivre, à vous marcher dans vos pas. Faites des choses qui vous plaisent et le dessin, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Si on a envie de dessiner des ronds, des fleurs, si j'en ai envie de dessiner des vagues, remplir une feuille avec des vagues, c'est du dessin. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui sait énormément dessiner pour dessiner. C'est surtout un moyen d'expression. Si on a envie de remplir une feuille avec des gribouillis, si on a envie de... C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec des personnages qui vont exprimer du coup des aventures, des émotions, qui vont raconter une histoire. Mais on n'est pas tous obligés de raconter une histoire. Ça peut être très... ça vient du cœur, voilà, c'est ça. Non mais ça peut être très abstrait, c'est le mot que je cherchais. Donc, ouais, faites-vous plaisir. Ouais, vraiment, c'est un message que j'ai envie de transmettre. Alexandre, merci. Merci à vous. Au plaisir. Avec plaisir. Lunel Hebdo, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve, vous savez quand, jeudi prochain. Bonne soirée.